À Bravos, ils habitaient une grosse maison dont la porte était rouge. Elle y avait une chambre à elle, et sa croisée donnait sur un citronnier. À la mort de Sir Willem, le peu d'argent qu'il leur restait fut volé par la Valtaille, et on ne tarda guère à les expulser. Dieu, que de larmes quand la porte rouge s'était définitivement refermée sur eux. Ils n'avaient cessé depuis lors d'errer. De Bravos à Myre, de Myre à Tiroche, puis à Cohors, à Volantis, à Lys, sans jamais séjourner longtemps nulle part. Viserys ne l'eût pas permis. À l'en croire, les tueurs à gages de l'usurpateur ne les lâchaient pas d'une semelle. Sans doute était-il invisible. Au début, Patrice, Arconte, prince négociant, tous se flattaient d'accueillir à leur table et sous leur toit les derniers Targaryens. Mais au fil des ans, le spectacle de l'usurpateur toujours titulaire du trône de fer avait fermé chaque porte une à une, et l'existence des exilés ne cessa de devenir plus chiche. Peu à peu, réduit à liquider les ultimes débris de l'époque faste, même la couronne de mer y passa, il se trouvait désormais si démuni que dans les venelles et les gargotes de Pintos, on affublait Viserys du sobriquet de roi gueux. Quant à celui qui la désigna personnellement, Daenerys préférait l'ignorer. Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez en haut du mur pour un petit tour de garde, et on va continuer aujourd'hui notre exploration des grandes familles importantes dans Feu et Sang et par extension dans la future série House of the Dragons. Toujours sans spoiler, puisque c'est le mot d'ordre de ces petits podcasts. Et aujourd'hui, pour m'entourer, après notre petit passage à Villevieille la dernière fois, j'ai avec moi Babar des Bois, Bonjour. qui est ravie parce qu'aujourd'hui on va traiter un petit peu de tout ce qui est inspiration orientale, et je crois qu'elle kiffe un peu ça. Et, et l'Antiquité. Et j'ai avec moi Monsieur Feu et Sang de la Garde de Nuit, Eridan. Salut les gens. Donc au programme, une puissance politique aujourd'hui, mais pas une puissance politique Westerosi. On va traiter non pas d'une grande famille, mais de la triarchie. Alors la triarchie, c'est une alliance qui a lieu à une période donnée, qui va du coup se retrouver un petit peu mêlée aux histoires de la danse des dragons. C'est une alliance entre Tiroche, Myre et Lys, qu'on va détailler un petit peu ensemble. Et comme d'habitude dans ce format de podcast, on va s'interroger un petit peu au démarrage sur quelles infos on a sur cette éventuelle triarchie ou sur cette nouvelle puissance politique qui apparaît dans la saga principale, puisque une fois n'est pas coutume, pour ne pas dire qu'elle est totalement absente, elle est en tout cas pas du tout la même. Eridan ? Dans la série déjà, vous n'avez jamais entendu parler de la triarchie et elle n'est jamais montrée, c'est tout à fait normal parce qu'elle n'existe plus. Dans la saga, on n'a pas de mention de la triarchie non plus dans les livres, en tout cas pas avant justement Feu et Sang et toute la période pendant laquelle la triarchie va exister, c'est-à-dire de la fin du règne de Jaehaerys à environ la danse des dragons. Mais du coup, par contre, ce qu'on a comme mention dans la série, comme dans la saga principale papier, dans le Trône de Fer, c'est les 9 cités libres. Alors, dans la série, j'ai pas souvenir elles sont évoquées, mais il y en a vraiment 3 par lesquelles on passe dans la série, qui sont Bravos, avec le parcours d'Arya, Pentos, avec celui de Tyrion et Daenerys, et Volantis, qu'on va voir apparaître, surtout si je ne dis pas de bêtises, dans la série, par le biais des Greyjoy. Non, de Tyrion surtout. Je me souvenais pas qu'on voyait Tyrion passer Avec Varys. mais je me souvenais juste qu'il y avait un arrêt Greyjoy avec Theon et Yara, Yeah, du coup, oui. dans la série, en saison 6, si je dis pas de bêtises. Au final, ces cités libres, elles sont 9. Et qu'est-ce qui caractérise un petit peu ces cités libres ? Pour commencer, déjà expliquer un petit peu ce que c'est qu'une cité libre, parce que en soi, il existe tout un tas de cités à Essos, et celles-là se caractérisent par le fait qu'elles sont
on va dire les descendantes de Valyria. Le point de départ, en fait, on parle de cité libre parce que à l'époque du Grand Empire valyrien, à l'époque des possessions de Valyria, c'était les seules 9 cités qui avaient le droit de se gouverner par elles-mêmes. Valyria ayant sinon la mainmise et le contrôle total sur les autres villes de son empire. Si je dis pas de bêtises, concernant Bravos, c'est apparu après, non? Bravos est une exception au sein des 9 cités libres, mais on y Voilà. reviendra peut-être un petit peu plus tard quand on parlera de Bravos. C'est la seule qui n'est pas une colonie, en fait, Tout à fait. fondée par Valyria. Parce que les autres sont des colonies fondées par Valyria. Bravos, elle a été fondée par des esclaves en fuite et pendant longtemps, ils ont tenu leur existence secrète, les Braviens. Puis, ils se sont révélés et par des accords commerciaux avec Valyria, ils ont obtenu le droit de rester indépendants, de rester libres et voilà. Mais oui, effectivement, Bravos est une cité à part. On parle de la fille bâtarde de Valyria. Contrairement aux autres cités libres, du coup, qui sont des filles légitimes de Valyria. Les cités libres dans la saga, elles se caractérisent essentiellement par le fait que elles sont en guerre perpétuelle, les unes contre les autres, souvent par mercenaires interposés. Des fois même, au sein de la cité libre, on voit des tensions et des luttes de pouvoir. Et notamment, les guerres des cités libres, elles vont avoir lieu sur deux terrains qui sont les terres disputées et les degrés de pierre, dont on reparlera un petit peu plus tard, je pense. Sinon, quoi d'autre? Les cités libres et Essos en général, c'est généralement là que vont se réfugier les exilés lorsque ils se sont fait mal voir du pouvoir. Donc c'est là qu'on retrouve par exemple Daenerys et Viserys. C'est là qu'on va retrouver les Merryweather, que vous n'avez pas vu dans la série, mais qui ont une petite importance dans la saga. C'est là-bas qu'il y a aussi les Feux Noirs à l'époque où ils sont obligés de s'exiler parce qu'ils ont perdu leur rébellion contre les Targaryens. Par extension, la Compagnie dorée aussi, qui va du coup avoir son importance dans les guerres entre les cités. Et qu'on voit dans la série. Enfin, qu'on voit. Mal, mais on la voit. Très mal, très très mal. Et c'est là aussi qu'on retrouve Jorah Mormont, bien sûr. Voilà, les gens qui connaissent un petit peu la saga connaissent un peu ces cités libres. Pour ceux pour rafraîchir un petit peu la mémoire de tout le monde, on s'est dit que ce serait sympa d'aller chercher un peu les persos qu'on connaît les personnages qu'on a vus dans le Trône de Fer et qui peuvent en être originaires ou qui peuvent y passer, qui ont une certaine relation, on va dire, à une des cités. Donc je vais repasser la parole à Eridan pour nous parler de la toute première cité libre qu'on croise dans la saga, que ce soit dans un format papier ou télévisuel, qui est Pentos, ouais. C'est Pentos, tout à fait. C'est Pentos avec Illyrio Mopatis dedans, donc Illyrio qui joue les entremetteurs entre Daenerys et Khal Drogo, qu'on découvre plus tard allié à Varys secrètement et qui poursuit des buts qu'on ne saurait trop dévoiler ici. C'est pas l'objet de toute façon. Un podcast sur les feux noirs, on fera un podcast sur les feux noirs. Pentos, c'est une cité qui est dirigée par des magistrats, mais ce sera souvent le cas dans les villes qu'on va voir. Et elle est essentiellement tournée vers le commerce. Elle commerce pas mal avec les 7 couronnes, notamment. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Remontons un petit peu la côte par rapport à Pentos, ou Pentos, comme le prononce Eridan, qu'on a vraiment en face de Westeros. Hein, c'est presque une ligne droite. On va remonter un peu la côte et puis on va arriver à celle dont on parlait tout à l'heure, puisqu'on va parler de Bravos. Ah bah Bravos, donc du coup la cité secrète, j'ai déjà un petit peu parlé de ses origines. On la connaît surtout parce qu'il y a là-bas la banque de fer de Bravos, parce qu'il y a le seigneur de la mer de Bravos qui possède l'une des plus importantes flottes de tout le monde connu. Et c'est aussi là-bas qu'il y a la demeure du noir et du blanc, donc le temple des 100 visages. On la connaît surtout à travers la série, par le personnage d'Arya qui y passe quand même quelques saisons. Parmi les personnages qu'on connaît bien et qu'on apprécie, qui sont originaires de Bravos, il y a bien entendu Syrio Forel, qui est le tout premier Bravien qu'on croise et qui va beaucoup marquer Arya, puisqu'il est son maître à danser. Sûrement une manière de commencer à établir un lien entre Arya et Bravos dès le premier tome, dès la première saison. On continue un petit peu notre périple, on va s'aventurer plus au nord avec la cité qui est la plus au nord d'Essos, Loras. Loras, c'est aussi la plus pauvre des 9 cités libres, c'est la moins prestigieuse.
Les Lorati sont des gens assez étranges qui ont une manière très particulière de parler, qui a beaucoup plu aux gens qui ont vu la série et qui plaît beaucoup à ceux qui lisent les livres parce que c'est le phrasé de Jaqen H'ghar, bien entendu, qui ne se désigne pas par moi, par je, mais qui dit un homme, une femme, un enfant, un tueur. Bref. Ouais. Lorat, elle a. Alors, on va faire un petit lien par rapport à par rapport à notre précédent podcast sur les Hightower, parce que c'est une cité dans laquelle, à une certaine époque, il y a eu un peuple un peu particulier qui s'appelait les Labyrinthiers et qui a construit toute son architecture autour des labyrinthes et du principe des labyrinthes. Les labyrinthiers ont disparu depuis, mais il reste encore des constructions à eux, notamment du coup chez les Hightower, mais aussi à Lorat, ce qui en fait une cité libre qui m'intéresse particulièrement, mais qu'on ne verra sûrement malheureusement jamais dans les livres, hélas, et encore moins dans les séries. Tant pis. On sait jamais, hein. Peut-être un jour il y aura une série animée et on découvrira que les ingénieurs de Alien, ils sont là, quoi. Ce sont les Atlantes. Non. Moi, je mets ma pièce sur les Atlantes. Voilà. Et on continue un petit peu le long de la côte et on va arriver à Qohor. Alors, Qohor, on connaît ça à travers le biais d'un personnage, pour ceux qui sont lecteurs des romans, qui est Varchéèvre, qui est surnommé la chèvre, notamment à cause de son patronyme, mais aussi par le fait qu'il vient de Qohor, où est priée une certaine chèvre noire qui n'est pas sans évoquer les origines les origines, les inspirations de George R.R. Martin, parmi lesquelles Lovecraft, quoi. Donc une référence directe. Et il y a d'autres personnages qui viennent de Qohor, Eridan. Oui, il y a le personnage de Tobomot. Là encore, ça va pas beaucoup parler à ceux qui ont juste vu la série, mais dans la saga, c'est l'armurier, le forgeron, qui va s'occuper de Gendry. En fait, c'est le maître de Gendry. On l'aperçoit dans la série quand même, hein. On le voit. Oui, maintenant que je le dis, je me rends compte, oui, dans la saison 1. On le voit dans la saison 1. On voit Ned lui rendre visite et je crois même qu'on le voit dans la saison 2, parce qu'il me semble qu'il y a une scène, j'ai souvenir de ça. Dans le premier épisode, il y a une séquence où Janos Slynt vient le voir et c'est la première fois qu'apparaissent les remparts de Port-Réal dans la série, dans leur version croate du coup. Voilà. T'as une bien meilleure mémoire que moi là-dessus, je dois bien reconnaître. Tobomot, dans les livres, c'est aussi et surtout celui qui va faire fondre Glace, donc l'épée ancestrale des Stark, pour forger 2 nouvelles épées en acier valyrien, ce qui du coup pose des questions, parce qu'on ne sait pas bien comment est-ce qu'on peut retravailler l'acier valyrien, et il y a sûrement un gros mystère caché là derrière. Et il fait donc 2 épées en acier valyrien qui vont appartenir dès lors aux Lannister. L'une est offerte à Joffrey et l'autre à Jaime, qui la donne à Brienne. Dans les environs, du coup, un peu plus dans les terres, dans les environs de Qohor, à quelques centaines de kilomètres à peine, on peut se diriger un petit peu vers Norvos. Alors Norvos, on connaît par rapport à un personnage qui est point de vue dans la saga, qui est Aero Ota, qui est le halbardier qui est qu'on retrouve auprès d'Oran Martell. Norvos a une inspiration un peu particulière, mais même dans le nom, ça s'entend déjà un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, Babar ? C'est clairement une évocation de la Russie, ou en tout cas des clichés qui sont associés à la Russie. L'inspiration principale étant Novgorod, qui est une cité qui a été fondée à l'époque du Russe de Kiev. Et à Norvos, on va retrouver des prêtres à barbe, on va retrouver des ours d'encens, on va retrouver des cloches qui sont une évocation de la religion orthodoxe. Et un climat qui est relativement froid, qui là aussi rappelle l'image qu'on se fait de la Russie. Oui, parce qu'on a quand même un imaginaire des cités libres qui est quand même lié beaucoup à quelque chose de très méditerranéen, ou en tout cas un peu plus exotique et un peu plus chaud. Mais dans le cas des 3 dernières qu'on a évoquées, on est plutôt sur du climat très froid, quand même, dans l'ensemble. Qohor, je ne serais pas tout à fait sûr, mais en tout cas, pour ce qui est de Loras et de Norvos, on est plutôt sur des endroits enneigés. Mais même, je pense que pour Braavos, les gens ont un peu une image de quelque chose d'un peu vénitien, ce qui fait quelque chose d'un peu plus, on va dire, ensoleillé que la description qu'en fait vraiment Martin, qui est assez glacée. C'est finalement. toujours en brumeux, en fait. Bravo, c'est toujours décrite avec de la C'est ça. brume. Très humide. Cet aspect un peu qui renvoie à son histoire de secret, de mystère.
Et aussi Et puis il neige un peu quand même, j'ai l'impression et tout ça, à Bravos, quoi. ouais, mais je crois que ça mmh. Ouais, Quand il finit Samuel un y peu par passe, neiger il me semble qu'il y partout. a de la Ah, mais neige, c'est en hein, lien donc aussi avec l'arrivée de l'hiver. Mais c'est vrai que de mmh. manière générale, Bravos, Mmh. qui est une des cités les plus au nord, hein, des cités libres, Oui. est clairement, une cité, qui est associée, alors effectivement avec son inspiration vénitienne, on a l'impression qu'il fait chaud et la série, qui a été filmée en partie en Croatie aussi donne cette impression de cité méditerranéenne, mais dans les bouquins, vraiment associée à la brume et à un temps vraiment pas ouf, quoi. Ce qui d'ailleurs a poussé les lecteurs à faire, des théories, farfelues sur la présence d'un citronnier, à Bravos. Voilà. Qui normalement, enfin voilà, pousse pas trop dans des régions où il fait froid. Et vous pourrez venir en parler sur le forum. Heu, Là-dessus, on fait le grand plongeon du coup vers, on va dire la Méditerranée, martinienne, pour rejoindre Volantis du coup, qui est l'autre cité dont on parlait qui est quand même, plutôt très connue, des lecteurs puisque beaucoup de personnages y passent dans Dance with Dragons, donc l'intégrale 5. Et bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même une certaine image qui se forge, qu'on connaît bien, qui est, d'un côté, on a les temples d'Orlor, on a les éléphants, on a les esclaves avec les tatouages sur les joues, qu'on retient beaucoup, de la lecture. Et puis il y a un personnage en particulier, dont on peut parler un petit peu, qui est pas foncièrement une mauvaise personne. Eridan? Oui, bah, disons que on pense au prêtre rouge Mokoro qui est envoyé par le grand prêtre Bénéro pour aller conseiller Daenerys Targaryen parce que ils ont appris qu'elle avait des dragons. Seulement Mokoro va prendre le même bateau que Tyrion Lannister. Le bateau finit par couler. Et Mokoro est retrouvé par nul autre que Victarion Greyjoy, qui va dès lors devenir, je sais pas si on peut dire sa victime ou son chef, je ne sais pas Cobaye. vraiment. Mais bref, son Mmh. cobaye, oui, il y a un petit peu de ça. Ah beh, Donc Mokoro va réussir à soigner la plaie que Victarion s'est fait lors de l'attaque des îles Boucliers. Mais en faisant ça, bah, il lui donne un bras monstrueux qui se met à cracher de la fumée, ce genre de choses. Bref, c'est assez peu ragoûtant. Et Mokoro, surtout, arrive à mettre en garde Victarion contre le piège que lui a tendu son frère Euron, à savoir que s'il souffle dans le corps pour plier les dragons de Daenerys à sa volonté, bah, il risque d'y laisser sa vie, en fait. Donc Mokoro lui donne la procédure à suivre pour pouvoir faire en sorte que les dragons se soumettent non pas à la volonté d'Euron, comme c'était prévu dans le plan initial, mais à la volonté de Victarion. A priori, on attend de voir la résolution de cette affaire-là dans le livre. mais du coup, est-ce que ce corps et genre maudit et les gens s'ils soufflent dedans, ils meurent? Ou est-ce que c'est juste que Euron a laissé un petit peu de poison sur l'embouchure du corps? Ah, je pense que c'est clairement de la magie et A que priori, le fait de se lier un dragon nécessite un sacrifice parce que, vu comment finissait le ouais, premier souffleur, qu'on voit dans FFC au moment des états généraux, enfin, il saigne de partout, des yeux, je crois, et cetera. Donc ça a l'air plutôt d'être quelque chose où il crame de l'intérieur qu'un simple poison. c'est ça. Mais bon, j'évoquais un petit peu le poison pour me faire une transition, hein. Oups! Tout On simplement. t'a cassé ta Heu, transition. ouais, c'est ça, tu t'essayes de faire une transition et puis on te renvoie le lore, c'est formidable. Du coup, on continue notre petit tour, on va remonter vers Westeros, on va remonter vers Dorne et on va parler, bah, en tout premier, de Lys, tout simplement, puisqu'on évoquait le poison et ce qu'il y a de plus populaire d'un point de vue de Lys, c'est quand même les larmes de Lys. Baba? Ouais, alors là, effectivement, on va aller dans le coin, on va être au sud-ouest, hein, de Essos et on va retrouver les 3 cités qui vont particulièrement nous intéresser, à savoir Lys, Myre et Tyroche. Et donc Lys, alors Lys, c'est sur une île, et Lys, on entend surtout parler parce qu'effectivement, c'est là où est créé le poison qui s'appelle les larmes de Lys, qui sert à empoisonner, Jon Arryn, qui est un poison qui ne laisse pas de traces. Quand il est ingurgité et dont la mort peut être, enfin peut se faire passer pour quelque chose de naturel. Lys, c'est une ancienne colonie effectivement, de Valyria comme toutes les autres, avec une particularité, c'est que l'ancien sang de Valyria, est très fort dans les habitants enfin dans les Lysiens.
Ils ont tous globalement les cheveux blonds, or, argent et les yeux dans toutes les teintes de mauve. Et Lys. Pourtant, la seule personne qu'on connaît qui pourrait être originaire de Lys dans la saga principale n'a pas de cheveux ni les yeux violets. Alors, je sais plus comment ses yeux sont décrits, Pas mais encore. effectivement, Varys. Voilà. C'est pas décrit, Varys, justement. alors. Oh, mais ça aurait été noté quand même s'il avait eu les yeux violets. T'as Robert en face quand Ah non, même. mais attends, Non. toutes les théories autour de Varys, Ouais, mais Varys non. descendant des Targs, bon, Si, voilà. Si, moi je Mais- crois. Vas-y, pardon. Donc oui, effectivement, Vas-y, alors Varys, on sait qu'il vient des cités libres, il vient des Sauces. C'est un peu flou son origine, on ne sait pas trop s'il vient de Lys ou de l'autre cité qui est Myre. Lys, c'est comment dire, c'est Mestre Picel, grand Mestre Picel, qui dit que Varys vient de Lys. Mais au moment où il dit ça, on est effectivement à un moment donné où en fait c'est une conversation avec Ned. Et Ned enquête sur la mort de Jon Arryn, et donc Pycelle, sur qui il va faire envoyer les soupçons, et bah sur Varys, qui viendrait de Lys, ou en tout cas qui aurait fait un passage à Lys. Ce qui est possible, parce qu'on sait que Varys a voyagé dans plusieurs des cités libres. Ceci dit, lui-même, Varys dit qu'il vient plutôt de Myre, qui est une cité donc qui est un peu plus au nord que Lys, et qui est là où il a été racheté, émasculé et jeté dans la rue. Et du coup, Myre, sans Et transition. du coup, oui, Myre qui se trouve qui est la seule de ces 3 cités à se trouver sur la terre ferme et pas sur une île. Alors Myre, pour le coup, on rencontre très rapidement un personnage, qui vient de Myre, qui s'appelle Thoros de Myre. Donc un prêtre de R'hllor. Et effectivement, Myre accueille un important temple de R'hllor. Et pour ceux qui ont lu les bouquins, dans le tome 4, donc dans AFFC, on rencontre aussi un autre personnage qui est originaire de Myre, qui est Taena. Taena Merryweather, qui vient à la cour de Port-Réal, qui se lie d'amitié et autres avec Cersei, et qui elle est effectivement... Cersei qui la surnomme quand même la boue de Myre à un Ouais, moment, mais voilà, faut bien remettre- Cersei par rapport au... Enfin, elle a énormément de préjugés sur tout, à peu près. Et effectivement, sur une orientale qu'on va associer et fait de base à la prostitution. Et alors, Taena est effectivement originaire de Myre. Elle a épousé un Merryweather qui a été exilé, pour le coup, depuis le règne d'Aerys II à Myre. Maison du Bief. Voilà. Effectivement. Et donc voilà, Myre. Myre est surtout connue pour son artisanat. Artisanat, donc les dentelles, les peintures, les tableaux, enfin pas les tableaux, mais on a des portraits qui viennent de Myre, les arbalétiers aussi, donc tout l'aspect artisanat qui est assez développé sur Myre en particulier. Et puis pour terminer, Tiroche, et on aura fait notre petit tourisme après. C'est pour le coup, c'est Tiroche, c'est la ville qui montre le plus le goût du kitsch de Martine, puisque tous les personnages de Tiroche ont les cheveux qui sont teints avec des couleurs vraiment flashy. Et pour le coup, le personnage qui vient de Tiroche et qui expose le plus ça, c'est Daario Naharis. Qu'on voit dans la série, mais qui pour le coup a totalement perdu son côté kitsch dans la série. Mais dans les bouquins, rappelez-vous, il a les cheveux et la barbe bleue et les moustaches avec la couleur or. Mauve, non? C'est or. Non, il y a pas du mauve aussi à un moment? Il me semblait qu'à un moment, il changeait un peu sa barbe. Genre, à un moment, il avait les cheveux d'une couleur, la barbe d'une autre et les moustaches encore une autre. Mais il a des dents. je peux me Il a tromper. des dents aussi en or, je crois. Mm. Enfin voilà, le kitsch. Il est bling bling, incroyable, quoi. Exactement. Et Tiroche aussi, c'est là d'où prétendument viendrait Griff le Jeune, qui pendant tout son périple sur la Rhoyne, donc le grand fleuve qui traverse les Sauces de nord au sud, qui se teint les cheveux en bleu, pour cacher le fait que en fait, c'est plutôt quelqu'un qui a une origine valyrienne. On a dit qu'on ferait pas le podcast sur les feux noirs maintenant. Voilà, on tease à fond, on va être obligé de le faire ce podcast du coup. Mais je crois que je le tease depuis à peu près 2 ans, donc on n'est pas pressé. Et du coup, puisque tu étais un peu lancé sur la description des cités et que toi tu as travaillé un petit peu sur les inspi historiques de Martine, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 3 villes qu'est-ce que Martine va utiliser comme inspiration pour
pour créer une identité à chacune de ces villes. Ouais, alors sur les cités libres, de manière générale, ils s'appuient énormément à la fois sur un imaginaire antique avec les différentes cités grecques qui se tapent dessus assez régulièrement, qui s'allient parfois, et aussi sur tout l'imaginaire des cités médiévales italiennes, donc les communes italiennes à cheval entre le Moyen-Âge et l'époque moderne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur chaque cité, il y a vraiment une identité spécifique. Alors, on a parlé de Norvos, plus lié à la Russie, et effectivement. Et alors, sur Lys, Myre et Tiroche, chacune des cités va avoir une empreinte un peu différente. Et de commencer par Lys, qui est associée au poison, au complot, à la cuisine, au parfum, aux escargots et à la Et aux prostitution. cuisses de Et grenouille. voilà, exactement. Donc, je vous le donne en mille. Qui est-ce que c'est censé représenter? Eh ben, c'est nous. La France. Voilà, donc nous, plutôt... Alors, on peut penser au lys, qui est effectivement la fleur de lys, emblème français, en français dans le texte, hein, parce que lys en anglais, c'est lily. Mais là, alors là, c'est possible que Martine ait mis en français dans le texte lys. Et France, plutôt Ouais. 18e. Il y a, Mm. il y a un petit côté This is fleur de lys, Ouais, tu ça vois, fait un ou petit un peu truc comme ça, ça. voilà. Donc, on prend un petit peu cher, hein, mais c'est pas grave, on t'aime bien, Georges, quand même. Myre, ça va clairement être l'Italie des communes, enfin une des communes d'Italie de l'époque médiévale et moderne. On a des magistrats, on a tout un art, artisanat qui est aussi souvent associé aux communes italiennes. On va tous penser au verre de Murano ou à d'autres caractéristiques. Et Tiroche. Alors Tiroche, c'est la cité orientale. C'est clairement une évocation de la ville de Tyr, hein, qui se trouve sur la côte levantine. Et Comment? Tu es en train de nous dire qu'il a juste rajouté un petit, ah un mais petit alors suffixe et incroyable, hein. en avant. Incroyable. Et alors en plus Tiroche, c'est vraiment comme celle qui a le plus le kitsch. Et alors le kitsch est souvent associé à l'Orient, voilà, sur une vision assez orientaliste. Mais Tiroche a aussi un aspect antiquité grecque, puisqu'elle est dirigée par des archontes. Bon, là, clairement, c'est de l'antiquité grecque. Et on a surtout un dieu ivre, j'aime bien cette religion. Je propose qu'on fonde dans la garde de nuit un culte au dieu ivre, Dieu qui ivre. rappelle... C'est Dionysos un Bah, peu, c'est non? ça, Ouais. Dionysos, Bacchus, voilà, enfin Rome, antiquité gréco-romaine, quoi. Et Et puis et tous les clichés d'orgie et de choses comme ça qu'on associe, quoi, ah du ouais, c'est coup, ça, aussi, je au pense. Voilà. dionysiaque, voilà, donc chaque cité a vraiment pique un petit peu à droite à gauche. Alors sachant que l'alliance entre ces trois cités, donc qui s'appelle la triarchie, elle va renvoyer aussi à l'antiquité gréco-romaine, avec d'un côté l'association avec trois personnes qui renvoient au triumvirat de l'époque romaine, hein. C'est l'alliance de ces trois personnages qui ont dirigé Rome à la fin de la République. On connaît tous César, Pompée, et j'ai oublié le troisième, tellement important que voilà, on l'oublie. Ouais, César, C'est Pompée Fichte, je crois. et César et Voilà, c'est Pompée, ça, hein. Pompée. Et ensuite, Marc-Antoine, Octave Auguste et j'oublie toujours le troisième. C'est horrible. Et le troisième, en, Ah, et là, en même troisième temps, roue du voilà, il se carrosse, fait à rapidement chaque fois. éjecter. Bah oui. Et bref, donc voilà, ça renvoie à ça. Et la triarchie est dirigée par des magistrats aussi. Et les magistrats, c'est clairement, ça renvoie au système républicain de l'Antiquité. Ceci dit, je trouve assez rigolo la façon dont Martine parle du fonctionnement de la triarchie, en disant que bah ça marche pas bien, quoi, parce qu'ils sont toujours, enfin, la moindre discussion prend des heures et des heures, etc. Et t'es là, tu fais bon, bah Georges, oui, Mais, enfin, oui. mais ce qui est marrant, c'est que du coup, tu vois, on évoquait César, Pompée, Marc-Antoine, Octave. Tu sens que même dans l'inspiration, dans l'ADN de l'inspiration, il y a la trahison, il y a le fait que ça marche pas, il y a le fait Totalement. que, enfin, tu vois, il y a toutes ces choses-là. Eridan? Oui, bah, de toute façon, enfin, le cœur même des cités libres, c'est justement des luttes de pouvoirs intestines où on a effectivement des magistrats qui se tirent la bourre pour essayer de savoir qui va être au-dessus de tous les autres et qui va pouvoir imposer son point de vue, quoi. Donc, bon, on en revient à ça. Le débat d'idées, c'est très bien, mais pour prendre des décisions, ça complique toujours un petit peu plus les choses, quoi, Mais forcément. c'est assez rigolo parce que Martine est un républicain profond et convaincu, mais c'est vrai que l'image qu'il en donne dans la saga, c'est plutôt on va chercher des poux dans la tête et on se tape constamment dessus, hein, parce que c'est pas un régime qui est ultra stable et qui garantit vraiment bien la paix.
Et sur le plan adaptation, il me semble qu'on a quand même quelques petites infos en termes de costumes. On sait déjà un peu à quoi ça va ressembler et à quoi ça va renvoyer. Ouais, on Notamment. a quelques images du tournage, donc des images volées qui mettent en scène des membres de la triarchie. Alors, on ne sait pas encore à ce stade si s'ils vont faire un gros bloc avec. En fait, on va mélanger les 3 cités et on va faire la triarchie avec un costume commun pour tout le monde. Ou alors s'ils vont vraiment distinguer chaque cité avec un costume différent. Mais pour l'instant, de ce qu'on a vu des personnages assez colorés. Et surtout avec un bonnet phrygien. Alors, le bonnet phrygien, si vous voyez pas ce que c'est ce qu'il y a sur la Marianne, le plus souvent. Mais qui a une origine, on va dire, plutôt orientale et antique, qui tire son nom d'ailleurs de la région qui s'appelle la Phrygie, qui se trouve en Anatolie. Et qui, l'Anatolie, c'est la Turquie, la partie turque, et qui est rebelote, enfin on fait une boucle, qui est géographiquement l'endroit dont s'inspire Martin pour faire cette partie-là d'Essos. Vous comparerez la Turquie, et notamment la région qu'on appelle l'Asie mineure, à Essos, à cette partie-là d'Essos où se trouvent les cités libres, et vous verrez que géographiquement, on est quand même... Voilà, on voit d'où Martin a pris son inspiration. Donc voilà, faudra faire attention aux costumes, faudra que vous fassiez attention à savoir s'il y a vraiment une distinction entre les différentes cités. Mais clairement, la série a pris le parti d'aller piocher des inspirations orientales et antiques, en tout cas au moins d'apparence, sur ces personnages-là. Et concernant l'instabilité de ce régime, qui est la triarchie et son histoire, cette fois, on va laisser un peu Babar souffler un coup et on va se reposer sur Monsieur Feu et Sang. Eridan. La triarchie, c'est justement une alliance qui ne va exister pour la puissance. Je crois qu'on le disait tout à l'heure, justement, de la fin du règne de Jaehaerys à peu près la danse des dragons. Donc en gros, on le voit essentiellement à travers le règne de Viserys. À l'origine, en fait, une des 9 cités libres, à savoir Volantis, essaye d'imposer son impérialisme aux autres cités libres. Volantis, ils ont cette idée que ils sont les plus proches de ce qu'était Valyria, donc c'est eux les descendants purs, et ils veulent s'imposer sur l'ensemble des sauces. Et ça ne plaît pas à tout le monde, notamment pas à Lys, Myr et Tyrosh, qui vont les affronter, et lors d'une bataille restée célèbre comme la bataille des Confins en l'an 96, ils vont réussir à remporter une grande victoire sur Volantis, qui va d'ailleurs bien calmer les Volantins pour quelques années. À partir de là, les 3 cités libres, qui d'habitude jusque-là étaient plutôt querelleuses, avaient plutôt tendance à se taper dessus qu'autre chose, les 3 cités libres vont s'allier et vont décider que finalement, leur avenir, ils vont essayer de le faire en commun. Ça va avoir plusieurs conséquences. Déjà, ça va calmer un petit peu les guerres dans les régions des terres disputées, mais aussi, on n'a pas encore fait bien le lien, mais Lys, Myr et Tyrosh, elles sont situées vraiment au sud d'Essos, et elles sont très proches de Dorne notamment, et des côtes des terres de l'orage qui abritent le bois la pluie. Du coup, à cette période-là, les membres de la triarchie vont décider non seulement de faire la paix entre eux, mais aussi de pacifier un petit peu la région. Donc, on va avoir une flotte avec 3 amiraux, un de chaque cité libre, qui va s'emparer des degrés de pierre, c'est-à-dire toutes les petites îles, toute l'archipel, qui se situe au niveau du détroit, entre Essos et Westeros. Ils vont chasser... Et on a déjà évoqué les degrés de pierre dans le podcast qui traitait des Vélarions, quand on a parlé d'Oran Waters, entre autres. Donc si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les degrés de pierre, vous pouvez toujours vous orienter vers là, quoi. Je te rends la parole à Eridan. D'autant plus que les degrés de pierre risquent d'avoir une certaine importance dans la série, puisque on voit en fait l'histoire de la triarchie essentiellement à travers le prisme westrien, puisque l'histoire est racontée par un archimestre qui parle du coup surtout des Targaryens. Et la triarchie en elle-même, on n'en connaît pas grand-chose, sauf ce qui va toucher directement les 7 couronnes. Et justement, à partir du moment où les amiraux de la triarchie s'emparent des degrés de pierre, dans un premier temps, ils vont chasser les pirates, ce qui est très positif pour le commerce, notamment des Vélarions, ou pour le
commerce avec Port-Réal ou pour le commerce avec les cités plus au nord. Mais très rapidement, il va y avoir des problèmes, il va y avoir des conflits. Mais je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. Mais sans aller jusqu'à divulgacher le contenu de la future série, Eridan, quelles sont les forces westriennes qui sont concernées finalement par les degrés de pierre et par ce changement, quoi? Alors essentiellement déjà les Vélarions, parce que comme on en avait parlé dans leur podcast, ils ont une très puissante flotte et une grande partie de leur richesse vient du commerce maritime. Et du coup, ce qui se passe dans les degrés de pierre les embête particulièrement. Et ça va aussi concerner des aventuriers westriens en mal de gloire ou en mal de fortune. C'est notamment un certain personnage, à savoir le frère du roi de l'époque, Daemon Targaryen, joué par Matt Smith, qu'on attend de voir avec impatience. Babar, tu voulais réagir? C'est assez. Enfin, je vais rebondir sur ce que tu disais, Eridan, sur le fait qu'on avait un point de vue westrien. Et effectivement, la triarchie, on le connaît aussi sous 2 autres noms. Le royaume des 3 filles et le royaume des 3 putains. Donc déjà, le royaume des 3 putains, ça indique le peu de considération que certains westriens avaient pour la triarchie, pour cette alliance. Et la deuxième chose aussi à noter, c'est que le fonctionnement de la triarchie, donc on est plus sur des institutions qu'on va pouvoir qualifier de républicaines, mais les westriens qui ne connaissent presque que le régime de type monarchique vont l'appeler royaume, royaume des 3 filles, royaume des 3 putains. Donc c'est effectivement intéressant de voir que ça confirme bien qu'on a ce point de vue essentiellement venu de l'Ouest et pas vraiment de source de la triarchie en elle-même. C'est marrant parce qu'en plus, là, je pense que Martin se permet un petit jeu sémantique avec les 3 putains, parce que c'est le nom qui va être donné aux 3 trébuchets, chargés de défendre Port-Réal finalement. Donc on se retrouve avec encore des histoires de navires qui sont, entre guillemets, bloqués par les 3 putains dans Feu et Sang, quoi. Et de fait, il y a d'autres inspirations de Martin en ce qui concerne les degrés de pierre. Est-ce que Babar, tu peux nous en dire un peu plus? Que oui, effectivement, dès qu'on va regarder un petit peu de plus près dans cet archipel, qui a une place stratégique assez importante au sein de Westeros et surtout dans les relations entre l'Est et l'Ouest, on va se retrouver avec des inspirations de pirates, tirées des pirates. Alors on va rapidement penser à tout l'imaginaire pirate qui est hérité pour nos générations, surtout de Pirates des Caraïbes, associé à l'imaginaire de l'île. L'île des pirates, on a Tortuga, et les degrés de pierre sont des îles. Sont des îles dans lesquelles peuvent se planquer les pirates, justement, où c'est plus facile, où c'est facile. Et effectivement, je pense aussi que oui, Martin doit être héritier aussi d'un peu de cette vision-là. Après, Martin serait peut-être regarder un petit peu du côté de l'île au trésor de Livingstone, voir ce qu'il reprend aussi de cet imaginaire-là. Stevenson. Stevenson. Bref, Livingstone, c'est l'explorateur. Bref, voilà. Je sors de cours de 4e, c'est pour ça. C'est marrant, je pensais aussi à tous les films de pirates qu'il y avait à l'époque. Alors du coup, qui sont des vieux films, mais on sait que Martin aime bien tout ce qui est du vieux cinéma hollywoodien. Et je pensais que dans son enfance, il avait pu être bercé par toute la flopée de films comme L'Aigle des mers ou Les Révoltés du Bounty ou des choses comme ça, les trucs avec Errol Flynn. Moi, j'ai cette image-là qui pouvait aussi donner un espèce d'imaginaire pirate et les nombreuses adaptations, bien évidemment, de l'île au trésor. Ouais, je pense qu'il y a aussi. Après, on verra avec un personnage en particulier, mais on en reparle à la fin du podcast, où je trouve que là, on sent plus, on va dire, la patte pirate des Caraïbesque, version Martin, mais on en reparlera. Et simplement, pour finir avec ses inspirations, dans les origines de la saga, dans l'encyclopédie, donc, à un moment donné, il est question de piraterie avec un cachet de cire pour évoquer les activités qu'il y a autour de ces cités libres. Et alors ça, c'est une référence qui est extrêmement claire aux activités corsaires, où le corsaire, par rapport au pirate, la différence, c'est que le corsaire, il a une lettre de cachet d'un État et il a le droit de se livrer à des activités de brigandage et de pirates pour le compte de l'État qui l'engage.
Bon, éventuellement, si on reste dans les inspirations historiques, on pourrait aussi rapidement évoquer les États barbaresques du XVIe au XIXe siècle, en fait, qui sont 3 États, 3 cités portuaires très importantes de la Méditerranée, qui sont des grands lieux de piraterie et qui ont nourri aussi cet imaginaire du pirate oriental, un petit peu, hein, qu'on va retrouver assez chez Martin avec ces 3 cités qui sont des cités des Ssos, hein, et qui vont intervenir dans l'histoire et dans la série, hein, qu'on verra probablement dans la série. Ouais, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a tout un imaginaire qui est développé autour du pirate actuellement. Je prends ça peut être des séries comme Black Sails ou d'autres choses, mais qui est souvent repris, qui est autour de tout ce qui est du mythe ou de la réalité de Libertalia, donc du coup le côté proto-démocratie. On retrouve un peu ça chez Martin aussi, dans l'idée où les degrés de pierre, c'est une espèce de zone de non-droit un peu, où on va pouvoir créer peut-être un peu autre chose que d'un côté le système féodal ouestrien, ou de l'autre côté le système étrange des cités libres. Je crois que j'ai pas d'autres mots pour ça. Républicain, il y a des institutions de type républicaine. Alors oui, ça peut être étrange. Et ouais, juste pour effectivement pour rebondir là-dessus, c'est vrai que cette zone, hein, les degrés de pierre, c'est une zone où, a priori, Westeros n'a pas particulièrement de velléité de s'y étendre et de contrôler directement l'endroit. Par contre, il garde un œil dessus. Il garde un œil dessus parce que, alors, quand ça circule, quand le commerce circule, qu'il n'y a pas trop d'activité de piraterie, bon, très bien, on laisse totalement les pouvoirs autonomes et indépendants se développer, ça ne gêne pas plus que ça. Par contre, dès qu'il y a une mainmise un peu trop forte qui va peser trop sur le commerce, alors que ce soit une mainmise de type triarchie ou de type un royaume pirate qui serait trop important, là par contre, ça va un petit peu gêner les 7 couronnes et ça va être on verra que ça va être une forme d'épine dans le pied, hein, de Westeros qui vont chercher à intervenir. Eridan ? Ça peut être aussi une menace, on le voit notamment beaucoup plus tard, hein, dans la saga, avec la Compagnie Dorée et la Bande des Rois de Neuf Sous qui s'établissent justement dans les degrés de pierre pour menacer ensuite les 7 couronnes. Je pense qu'en fait c'est vraiment un lieu essentiel, c'est vraiment un lieu de passage. Tu as d'un côté les terres disputées qui s'étendent à l'est, de l'autre côté tu as Dorne et les terres de l'orage avec le Cap de Lyre. C'est vraiment une zone importante et on a plusieurs personnages là dans la saga qui ont l'air de se diriger dans les degrés de pierre, donc j'ai tendance à penser que c'est quelque chose c'est un lieu qu'on devrait pouvoir voir dans WoW si jamais un jour le livre sort. Vous écoutant, je me demandais moi si le caractère, pour l'instant, en tout cas tel que c'est présenté dans Feu et Sang dans la première partie, ça s'intéresse un peu au degré de pierre, mais ça reste finalement assez périphérique, on va dire, de l'intrigue qui est présentée dans Feu et Sang. Donc je me demande aussi si c'est pas parce que, à l'heure actuelle, Dorne ne faisant pas partie du royaume, il n'y a pas peu d'intérêt finalement. Les degrés de pierre, si les Dorniens, si ça gêne les Dorniens, c'est pas grave, quoi, quelque part. Il y a probablement un peu de ça. Après là, oui, effectivement, ce qu'on va voir avec la triarchie. Alors, on ne sait pas dans quelle mesure l'arc de la triarchie sera adapté dans House of the Dragon, si genre ils vont décider de bien distinguer 3 cités libres différentes qui s'allient, ou alors s'ils vont tout amalgamer en une grosse cité. Est-ce qu'ils vont reprendre les thématiques de ça gêne le commerce, ça gêne la géopolitique, etc. Mais en tout cas, quand ça gêne trop le commerce, ouais, c'est Westeros s'y intéresse. Avant, non. Je sais plus si Jaehaerys Harris était intervenu dans cette région-là, dans sa guerre contre Dorne auparavant, mais c'est vrai que c'est assez périphérique. C'est marginal. Non, j'ai pas particulièrement souvenir. Il faudrait que je me replonge dedans, mais j'ai pas particulièrement souvenir que Jaehaerys intervienne dans les degrés de pierre. Les degrés, en fait, je pense surtout que Martin les utilise lorsqu'il a besoin d'avoir une zone de conflit en périphérie justement de Westeros. Quand il ne veut pas faire des guerres internes à Westeros ou des guerres avec Dorne, il a tendance à utiliser les degrés de pierre parce que c'est un endroit assez facile à exploiter pour justement mener des combats, des mouvements de troupes et surtout des combats navals en fait. Et puis c'est pas vraiment Essos non plus, du coup c'est facile, on va dire d'un point de vue littéraire, enfin d'un point de vue de son univers qui est quand même vachement verrouillé, on va dire sur le plan politique.
Le fait de faire se passer un conflit sur les degrés de pierre, ça évite que ça se passe à Westeros d'une part, mais ça évite aussi que ça se passe à Essos, et les deux étant un peu liés, ça évite les répercussions dans les deux cas, quoi. Elan. Tu as quand même t'as quand même un peuple qui est étonnamment rattaché au degré de pierre, c'est les Fernets qui ont tendance à aller y faire leurs armes en fait. Beaucoup de Fernets quand ils sont jeunes vont dans les degrés de pierre pour mener de la piraterie, enfin mener des actes de piraterie euh, et commencer à mener des pillages quand ils ne s'attaquent pas à Westeros. Si tu survis au degré de pierre, tu seras un bon Fernet, quoi. Exactement. Bon, on a beaucoup évoqué du coup le passé de cet endroit et un petit peu son avenir, mais qu'en est-il concrètement, on va dire, en post-danse des dragons de la triarchie, en tout cas, et de qu'est-ce que ça devient, Eridan? En fait, la triarchie, on l'a déjà dit, mais en gros, elle existe jusqu'à la danse, et après la danse, elle finit divisée. Les cités libres qui s'étaient jurées une alliance éternelle vont reprendre chacune leur indépendance et se remettre vont se relancer dans leur guerre sans fin, les unes contre les autres, que ce soit dans les terres disputées ou dans les degrés de pierre. Il va y avoir plein de conflits qui vont se succéder au cours des 150 ans. À l'époque de la saga encore, il y a des tensions entre ces trois cités libres, il y a des affrontements entre les trois cités libres. Il y a des histoires de rupture de contrat, si je dis pas de bêtises, justement, Oui, avec la tout à Compagnie fait. Dorée, quoi. Oui, tout à fait. À une certaine époque, notamment au moment des rébellions Feux Noirs, il y a Tiroche qui va prendre un peu d'importance parce que les Feux Noirs vont être liés aux Tirochi. Puis derrière, certains Feux Noirs vont devenir des mercenaires, la Compagnie Dorée justement. Et les Targaryens de leur côté vont essayer de casser l'alliance des Tirochi avec les Feux Noirs en essayant eux aussi de se lier aux Tirochi. Du côté de Myr, on a assez peu d'informations. Du côté de Lys, par contre, on va avoir, là je vais pas spoiler non plus, mais sur toute la fin de la Danse des Dragons, sur toute l'après-Danse des Dragons, donc, on a toute une intrigue du côté de Lys, avec une grande famille qui va devenir très importante pour l'histoire de Lys, mais aussi pour l'histoire de Westeros. Ce sont les Rhaegar, mais je n'en dis pas plus, lisez le livre pour savoir. Tu parlais des feux noirs, il y a une chose qu'on peut évoquer peut-être, c'est il y a une des femmes d'Aegon IV qui est lysienne, si je dis pas de bêtises. Dernière maîtresse d'Aegon IV est d'origine lysienne, Ouais, effectivement. c'est Elle ça, pardon. s'appelle Sérénèe de Lys. C'est la mère de Shaira, Astre des Mers. Et pour lier au précédent sujet, la personne qui va présenter Sérénèe de Lys à Aegon IV, c'est notre ami Jon Hightower. C'est lié. Voilà, la boucle est bouclée. Mais puisque ce n'est pas le podcast sur les feux noirs, cette fois-ci, on aura l'occasion, je pense, de reparler de Shira ou Shaira, comme on dit en anglais, ou en français. Pour l'heure, on va se quitter avec la dernière question, et pour une fois, je pense qu'il y a un petit consensus. Si on devait citer un personnage de la triarchie qu'on préfère plus que les autres, je pense que tout le monde serait un peu d'accord sur le même. Baba? Et ben, ce serait Rakalio Rindon. Voilà, de mon super prononciation. Je pense que je vais l'appeler Racaillou sur le reste du podcast parce que voilà, c'est... Désolée. Hein, voilà. Mais ouais, c'est qui est un personnage alors qui est un Tirochi, donc avec tout le kitsch et extravagance qui sont prêtés aux Tirochi dans l'œuvre de Martin, qui va se constituer en fait un royaume pirate dans les degrés de Spierre et autour duquel il y a énormément d'histoires qui se construisent et alors sans trop spoiler ces actions, ça va vraiment être quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid, quelqu'un d'extrêmement haut en couleur, qui va passer par tous les extrêmes des sentiments humains. Il peut être en colère et 30 secondes après embrasser tout le monde, être hyper épique, badass et derrière faire des actions absolument horribles. Et c'est autour de ce personnage-là auquel je pensais pour l'imaginaire Pirates des Caraïbes. Ce personnage-là, vraiment pour le coup, ça vaut le coup de le découvrir dans Feu et Sang. Ouais, et puis avec une dimension quand même très violente, puisque c'est quand même le monde du Trône de Fer, donc faut vous imaginer prendre clairement un Jack Sparrow, pousser tous les curseurs à fond et le lâcher dans
dans l'univers de Martine. Eridan? Oui, on sent vraiment que Martine se fait énormément plaisir sur ce personnage qui apparaît très tardivement dans Feu et Sang, mais vraiment, j'ai l'impression que Martine là-dessus se lâche et agglomère toutes les caractéristiques qu'il peut trouver cool en un seul personnage. Donc on a d'un côté de l'exubérance, du kitsch, de la violence, de l'anti-esclavagisme, mais en même temps quand même des rapports humains qui sont des fois un petit peu troubles. Enfin, réellement, on a l'impression qu'il se lâche et qu'il se fait vraiment plaisir avec ce personnage-là. Ouais, puis il va explorer aussi enfin, tu sais, comme tu disais, les relations humaines avec un style de royaume pirate qui est à la fois hyper autoritaire, mais en même temps, il aime bien aplanir les relations, essayer de faire quelque chose d'assez horizontal, où effectivement, il va libérer les esclaves parce qu'il déteste les esclaves. Mais en même temps, bon, il y a d'autres choses derrière qui font poser des questions sur la santé du personnage. Je précise juste qu'on parle bien d'un personnage qui existe après la Danse des Dragons, c'est pour ça qu'on se le permet. Moi, dans les questions que je me posais par rapport à l'adaptation, c'est s'ils allaient pas le récupérer et le mettre dans House of the Dragon. Parce qu'à mon sens, ce serait quand même... Enfin, si t'as la possibilité d'avoir un personnage comme ça dans l'avenir de Westeros et que t'as prévu de t'arrêter après la Danse des Dragons, moi, à leur place, je ferais mon travail d'adaptation correctement et je le mettrais maintenant, en fait. Je dis ça parce que je l'ai déjà fait en jeu de rôle, hein, donc du coup, je l'ai déjà calé dans une partie, donc voilà. Bravo. Et peut-être qu'ils vont le mélanger avec Kragas. C'est même origine, enfin pour le coup l'amalgame pourrait être facile entre les deux. Même si je sais pas s'ils garderont le côté sympathique de Racalio, parce que c'est vrai que Racalio, enfin même s'il y a plein de choses qui sont horribles, il y a un côté sympathique et attachant autour du personnage, comme Martine aime bien faire et arrive à bien construire des personnages qui sont à la fois immondes et en même temps qui gardent un petit côté sympathique. Donc voilà, faudra voir. Je pense s'ils l'introduisent, tu vois, ça peut être très... Ça peut avoir un effet Oberyn, tu vois, le personnage est pas là très longtemps finalement, et ça suffit pour avoir l'adhésion du public, tu vois. Ouais, mais Oberyn, il a un côté négatif un peu plus léger quand même que Scaracalio, hein, parce que... Légèrement. Ah bah attends, tu veux qu'on parle de l'amour des spectateurs pour Arya en dépit de son caractère psychopathe, Eridan? Moi, c'est vrai que la question de l'adaptation de Racalio m'interpelle tout comme vous. En fait, je pense que oui, c'est un excellent personnage qui est très, très fort dans le livre. Et bien sûr, ça vaudrait le coup qu'il soit adapté, mais je pense que la question qui va en fait se poser et qui va déterminer ce que feront les adaptateurs, c'est de savoir à quel point ils ont envie d'humaniser les orientaux et à quel point ils ont envie de les rendre sympathiques, justement. Parce que dans Feu et Sang, dans La Danse des Dragons, les orientaux sont présentés sous un jour assez négatif en règle générale. C'est juste des antagonistes pour les Westriens. Donc la question c'est jusqu'à quel point est-ce qu'ils vont avoir envie de rendre les orientaux sympathiques. Si on se réfère à la série mère, bah a priori pas beaucoup. Mais peut-être justement, comme ils ont tout changé, peut-être que ça va changer un peu aussi. J'espère un peu, très honnêtement, j'espère un peu. Enfin, la manière dont la triarchie va être adaptée, c'est un sujet de crainte pour moi et en même temps, je pense que ça peut, s'ils le font bien, donner quelque chose de vraiment très intéressant. Donc là-dessus, j'attends beaucoup, je dois dire. Ouais, avec le danger avec un personnage comme ça va être tout le côté exotique et kitsch qui est souvent associé à l'Orient sur une vision très orientaliste, hein, qui pour le coup, alors George Martin est totalement dans ce cliché-là, hein, dans la saga principale aussi. Donc effectivement, il faudra voir comment est-ce que la série l'adapte. Elle peut adapter un personnage totalement exubérant associé à l'Orient. Il faudra voir comment, voilà, la façon dont elle va traiter ces personnages orientaux, cette série. L'exubérance me fait peur. Mais on a Missaria, tu vois, par exemple, en personnage oriental un peu fourbe. Voilà, elle aussi, faudra s'interroger sur la représentation de l'orientalisme dans cette saga. Voilà, parce que... Personnellement, c'est pas tant l'exubérance ou l'exotisme qui me font peur à travers les personnages orientaux, à travers la triarchie. C'est plutôt, oui, justement, est-ce qu'ils vont essayer d'en faire un peu plus que juste des méchants esclavagistes qui servent d'antagonistes à des Targaryens libérateurs et impérialistes sans s'en rendre compte.
Oui, je pense que comme mot de la fin, c'était plutôt pas mal. On va rester sur l'impérialisme targaryen et on va laisser les degrés de pierre un petit peu tranquilles. En guise de conclusion, vous aurez en fin de ce podcast la description de Rakalio Rindun telle qu'elle est faite. Alors moi je dis Rindun, hein, mais c'est mon côté raccoon, je pense, qui parle. La prochaine fois, on va quitter un petit peu le côté maritime, parce qu'on a fait les Vélarions, on a fait les Hightower, on a fait la Triarchie, on était beaucoup en bateau. Et on va s'intéresser à une maison qu'on connaît un peu moins, même si leur patronyme est déjà apparu dans la saga, c'est-à-dire les forts. Et on va parler, je pense, un tout petit peu de certaines forteresses fondues quelque part au milieu du Conflant. Et ça me réjouit déjà parce que j'aime beaucoup le Conflant. Alors, sur ce, on espère que vous allez bien où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Et on vous dit à la prochaine en haut du mur. Ciao, ciao! À bientôt les gens. On a peu écrit en langue commune sur Rakalio Rindun, cet étrange et extraordinaire aventurier, mais dans les cités libres, sa vie a fait l'objet de 2 études érudites et d'un nombre incalculable de chansons, de poèmes et de romans vulgaires. Dans sa cité natale, Tyrosh, son nom demeure à ce jour un anathème pour les hommes et les femmes de sang honorable, alors qu'il est vénéré par les voleurs, les pirates, les putains, les ivrognes et toutes engeances de ce genre. On sait étonnamment peu de choses de sa jeunesse et une grande part de ce que nous croyons savoir est faux ou contradictoire. Il mesurait 6 pieds et demi de haut, dit-on, avec une épaule plus haute que l'autre, lui donnant une posture courbée et une démarche qui tanguait. Il parlait une douzaine de dialectes de valyrien, ce qui laissait à penser qu'il était de haute naissance, mais était tristement réputé pour son obscénité, ce qui induit qu'il venait du caveau. À la mode de nombreux Tyroshi, il avait coutume de se teindre les cheveux et la barbe. Le pourpre était sa couleur préférée, laissant soupçonner la possibilité d'un lien avec Braavos, et la plupart des récits sur son compte font état d'une longue chevelure mauve et bouclée, souvent striée d'orange. Il aimait les odeurs sucrées et se baignait dans l'eau de rose ou de lavande. Qu'il ait été un homme aux ambitions et aux appétits énormes paraît clair. C'était un vorace et un ivrogne à ses ordres d'oisiveté, un démon au combat. Il savait manier l'épée de l'une ou de l'autre main et se battait parfois avec 2 d'un coup. Il honorait les dieux, tous les dieux, partout. Quand la bataille menaçait, il jetait les osselets pour choisir quel dieu apaiser par un sacrifice. Bien que Tyrosh soit une ville d'esclavage, il avait l'esclavage en horreur, ce qui suggère qu'il venait peut-être lui-même de la captivité. Quand il était riche, il gagna et perdit plusieurs fortunes, il achetait tout esclave qui croisait son regard et lui donnait un baiser avant de l'affranchir. Il était généreux avec ses hommes, revendiquant une part du butin qui n'était pas plus grande que le moindre d'entre eux. À Tyrosh, il était connu pour jeter des pièces d'or aux mendiants. Si un homme admirait un de ses biens, que ce soit une paire de bottes, une bague d'émeraude ou une épouse, Rakalio le forçait à l'accepter en cadeau. Il avait des dizaines d'épouses, qu'il ne battait jamais, mais leur ordonnait parfois de le battre. Il adorait les chatons et détestait les chats, il idolâtrait les femmes enceintes mais exécrait les enfants. De temps en temps, il enfilait des vêtements de femme et jouait les catins, bien que sa taille, son dos voûté et sa barbe mauve le rendent plus grotesque que féminin à la vue. Parfois, il éclatait de rire au plus fort de la bataille. Parfois, il se mettait à chanter des chansons obscènes. Rakalio Rindun était fou. Pourtant, ses hommes l'adoraient, se battaient pour lui, mouraient pour lui. Et l'espace de quelques courtes années, ils le firent roi.